bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur. Alors ce soir, avant d'avoir l'émission spéciale avec Wissam qui va présenter une émission sur la place de la négrophobie entre les luttes pour la Palestine et entre les luttes contre l'islamophobie, on va d'abord faire un point, là pendant la perm, tout d'abord avec des membres de Samidoun et du POI au sujet de la répression en fait, qui s'abat sur les organisations pro-palestiniennes ou en soutien de la Palestine. Et ensuite, il y aura Fabrice Rissepucci qui sera là aussi pour échanger autour de son dernier livre, Le Pen et la torture. Alors, tout d'abord sur le plateau avec moi, on a Adel Ayad de Samidoun. Salut. Bienvenue, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. On a Ophélie Sauger qui est membre du POI. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va bien, merci aussi pour l'invitation. Ouais. Youssef Oussouma. Enchanté, bonsoir. Tu voulais Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Membre de Parole d'honneur. Membre de Parole d'honneur, puisque notre cher Samir n'est pas là ce soir Oui. pour le dire et pour nous faire son fameux Nick Labac. Nick Labac. Que nous lui dédicassons ce soir. Cher Samir, si tu nous vois, où que tu sois, voilà. C'est la dédicace que tu voulais faire à Samir. Voilà, ouais. C'est la dédicace que nous faisons à Samir. Oui, oui. Alors, tout d'abord, on va parler en fait de la répression en fait qui s'est abattue ou qui vise à s'abattre sur les mouvements pro-palestiniens ou qui soutiennent la Palestine, dont vous deux vous êtes membres. Alors, Street Press a révélé que des documents rédigés par les services de renseignement envisagent la dissolution de 3 associations pro-palestiniennes, le Comité Action Palestine, Samidoun Paris Banlieue et Euro-Palestine. Et aussi, ce qui s'est passé cette semaine, il y a eu une tentative d'agression au siège du POI, avec des groupes sionistes qui ont annoncé des slogans comme Hamas terroriste, LFI complice, parce qu'en fait, c'était Mélenchon qui intervenait dans vos locaux. Oui. Est-ce que tu veux revenir sur ça? Comment ça s'est déroulé et comment est-ce que vous l'avez accueilli? Oui, donc Jean-Luc Mélenchon tenait une conférence ce soir-là. C'était une conférence annoncée, publique, sur le moment politique, notamment sur l'international. Donc, il se trouve que la conférence avait lieu à 19h30. Dès 18h30, un groupe de manifestants, tous vêtus de noir, cagoulés, avec des drapeaux israéliens, se sont rassemblés devant notre porte, notre local du POI, donc rue du Faubourg Saint-Denis, et ont commencé à scander les slogans que tu as évoqués, avec leurs drapeaux. Et alors... ce qui était assez surprenant, c'est qu'il n'y avait pas du tout de forces de l'ordre qui sont intervenues, en tout cas pas tout de suite, ça a mis un certain temps. Des personnes sortaient et rentraient pour la conférence, certaines étaient prises à partie de manière un peu agressive. De toute façon, on sentait bien que c'était quand même agressif dans le ton, notamment le Hamas terroriste, LFI complice ou Mélenchon complice. Donc, la réaction, ça a été de faire en sorte d'assurer la sécurité de tout le monde, la sécurité de l'intervenant principal, Jean-Luc Mélenchon, la sécurité des personnes qui rentraient à cette conférence ou qui sortaient de nos locaux et la sécurité aussi de nous-mêmes en tant qu'organisation et en tant que militants. Voilà comment ça s'est passé. Donc, nous avons fait un communiqué rapidement et on tenait à remercier tous les soutiens que nous avons reçus. Déjà de votre part, de la part de Parole d'honneur, de la part d'organisations comme le NPA, comme le Parti de gauche, de la part de députés de la LFI, aussi à l'international, d'organisations qui sont en lien avec nous, en Italie, en Grèce, en Espagne. Et donc, c'est vraiment très important ce soutien dans le contexte actuel où tous ceux finalement qui s'opposent à la politique sioniste, à la politique de Netanyahou, qui dénoncent le génocide en Palestine, qui sont pour le cessez-le-feu, se font réprimer, agresser. Je parle déjà de la France insoumise avec des injures, des appels au meurtre, parfois sur les réseaux. Je parle aussi, dernièrement, on a eu le maire de Stein, par exemple, Azdin Taibi, qui a vu sur sa propre mairie, ses propres affichages, des stickers collés d'organisations. Alors, je n'ai pas tous les noms en tête de ces organisations, mais en tout cas, qui soutiennent le régime de Netanyahou. On n'a pas les noms On n'a pas les noms des organisations en question. Alors là, c'était une organisation... C'était quel jour d'ailleurs? C'était le jeudi 18 février, c'était le jeudi soir. Donc s'il y a une organisation qui a revendiqué ce qui s'est passé, je crois que c'est... alors, elle avait été dissoute, cette organisation, je me demande si c'est pas Unité Juive ou Action Juive, qui a mis sur son réseau social la vidéo de la manifestation, entre guillemets. Et on sait aussi que, par exemple, Aurélie Trouvé nous a dit que lorsqu'elle faisait un tractage sur le cessez-le-feu, des militants aussi de la France Insoumise au Lila ont été agressés verbalement pendant un tractage. Et je voudrais rappeler, il y avait aussi des militants, vous vous souvenez peut-être de la CGT, qui
qui avait fait des tracts sur le cessez-le-feu, qui avait été aussi inquiété pour cette raison-là. Les camarades du NPA aussi, hein. D'ailleurs, à l'époque, il y avait aussi des communiqués de soutien. Donc, en fait, tous ceux, à un moment, qui ne sont pas sur la ligne du soutien à l'État d'Israël en France, hein, que ce soit organisation politique ou militant, se font inquiéter. Et pourtant, il y a en face, je pense qu'il faut le dire aussi, un mouvement de résistance très fort. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui explique cette agressivité de la part de ces groupuscules, de ces groupes, parce que le gouvernement officiellement soutient la politique d'Israël, hein, il ne s'en cache pas. Et donc, ce qui explique aussi, mais je voudrais saluer quand même la résistance qu'il y a en France par les manifestations, hein, tous les samedis en France, hein, dans différentes villes de France, à l'international encore plus importantes comme Londres par exemple, hein, ça en est un très bon exemple. Et même récemment, j'ai vu à Tel Aviv aussi une manifestation qui avait lieu pour dénoncer le génocide en Palestine. Donc, et je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que vous l'avez vu, l'appel aussi des députés, de plusieurs députés, l'appel international au cessez-le-feu par des dizaines et des dizaines de députés, lancé par une députée allemande qui s'appelle Sévin Dagdelen, qui a été relayé par de très nombreux députés en Europe et dans le monde. Donc, voilà, pour terminer par l'Afrique du Sud qui a porté plainte à la Cour internationale pénale internationale sur la question de génocide. Donc, tout ça crée un climat, c'est sûr, de tension, mais où je pense que nos organisations doivent résister à ça en tant qu'organisation. Hein, nous, on est une organisation ouvrière, hein, démocratique, hein, en tant que militants aussi, hein, se regrouper dans les manifestations, se regrouper dans nos organisations. Et je voudrais dernièrement saluer aussi ce que font les syndicats. Alors, il y a un appel que je trouve très important, qui n'a pas été beaucoup relayé en France, mais on a cherché à le relayer, c'est l'appel des syndicats américains pour le cessez-le-feu, dont un des principaux signataires, c'est un des principaux syndicats de l'automobile, qui avait d'ailleurs arraché 25% d'augmentation de salaire lors d'une des grosses grèves il y a quelques mois aux États-Unis, des syndicats d'infirmières, des syndicats d'enseignement. Et cet appel des syndicats américains au cessez-le-feu, il a été relayé en Île-de-France par FO, CGT, Solidaire et la FSU. Il a été relayé par la Fédération des services publics de la CGT et on cherche à le relayer dans d'autres syndicats. Je sais que des syndicats d'enseignement l'ont relayé en faisant des communiqués syndicaux de soutien et pour le cessez-le-feu. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que c'est très important et je reviendrai peut-être après sur aussi, je trouve qu'il va ensemble la loi immigration, qui est une attaque aussi à des travailleurs. Hein. En Palestine, c'est une attaque aussi à des travailleurs, c'est la destruction des personnes, des écoles, des universités. C'est pour ça d'ailleurs que les enseignants se sont saisis aussi d'un certain nombre d'appels. Donc, nous, face à ça, on continuera bien sûr à combattre cette politique. On ne va pas se taire, on ne va pas s'enfermer dans la peur, mais on reste très vigilant et on soutient toute organisation militante qui, elle-même, combattent contre la politique de guerre de Netanyahou, contre ce génocide, pour le dénoncer et pour cette résistance-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, et là je vais peut-être vous faire rebondir tous les deux, c'est que toi, ton organisation, elle est plutôt la cible de groupes sionistes, là, en l'occurrence, alors que toi, Adèle, ça s'inscrit plutôt dans la répression d'État, dans les procédures judiciaires, etc., qui ne sont pas nouvelles pour la Palestine. On se rappelle des menaces de dissolution, vous vous rappelez, contre Palestine Vaincra, qui avait été arrêté aussi, ou Action Palestine aussi, en 2022, qui avait été rejeté par le Conseil d'État. Donc voilà, ça, il y a une histoire derrière ça. Et vous, à Samidoun, vous êtes un réseau de soutien aux prisonniers palestiniens, si je ne me trompe pas, vous existez à l'international, etc. Et même à l'international, vous faites l'objet de pression, de stigmatisation, etc. Et donc, je voulais demander quel lien vous faites, entre cette répression d'État et le fait qu'il y a une forme de silenciation générale de la parole pro-palestinienne qui s'exerce aussi à travers le fait que l'État laisse faire en fait des groupes sionistes. Voilà, quel lien entre le fait qu'on laisse faire des groupes sionistes et le fait que évidemment derrière il y a aussi l'État qui réprime en fait. Ouais, moi dans un premier temps en fait je vais rebondir sur ce que tu dis sur le fait que en fait ces attaques-là elles sont pas nouvelles. Déjà en fait c'est des menaces, c'est pas des attaques concrètes. Donc pour l'instant on attend de voir venir. Il s'agit d'un article où il y aurait des notes qui auraient fuité. Maintenant ces attaques-là même si elles se concrétisent, il faut rappeler qu'en fait, elles s'inscrivent dans une dynamique de criminalisation du mouvement pro-palestinien en France et qui n'est pas nouveau en fait. C'est juste que là, il a tendance à se globaliser depuis en fait les 3 derniers mois. Comme tu l'as rappelé, il faut savoir que Palestine Vaincra, donc qui fait partie du réseau Samidoun, a lui aussi en fait été attaqué et a été dissous avant en fait de gagner son appel. Et là, la procédure n'est pas terminée.
Donc il y a une volonté de la part de l'État et du gouvernement en fait de bâillonner toute forme en fait de solidarité avec la Palestine qui s'exprime de manière conséquente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se calque et qu'on met le focus en fait sur les revendications palestiniennes et qu'on déplace le curseur non pas sur la société coloniale, mais qu'on le déplace en fait sur les revendications des Palestiniens et des Palestiniennes elles-mêmes, et ben en fait on attise en fait la colère des premiers soutiens en fait de l'État colonial. Et donc c'est ce qu'il faut retenir en fait dans des moments où la répression elle s'abat, c'est que nous il faut que ça nous amène à deux choses. Il faut que ça nous amène à tenir la ligne fermement, à se serrer les coudes et en fait à tenir cette ligne-là. D'une part en relativisant, en disant que nous, en fait, ce qu'on va subir, c'est quoi? C'est une dissolution, au pire des cas, si les menaces, elles sont effectives, et des procédures de dissolution, et ben ça se gagne. Ça se gagne, il y a les soulèvements de la terre, par exemple, il y a contre-attaque, il y a Palestine vaincra, il y a Action Palestine, etc. Donc, c'est juste des procédures administratives. Et ça, il ne faut pas que ça nous fasse courber les chines. Il faut que, plus que jamais, comme disait Marcel Khalife, il faut qu'on marche la tête haute dans sa célèbre chanson. Et donc, du coup, eh ben, il faut qu'on prenne exemple sur la communauté palestinienne, sur le peuple palestinien, sur les diasporas palestiniennes qui, malgré en fait, le fait qu'ils subissent un génocide, malgré le fait en fait, que les populations de Cisjordanie, de Gaza et de la Palestine, des territoires de 48, subissent en fait, des enfermements de masse, subissent des campagnes d'arrestation massives et des nettoyages ethniques, et ben, en fait, ils sont plus que jamais déterminés en fait, à continuer leur trajet sur le long chemin de la libération qu'ils ont entrepris il y a plus de 75 ans. Et donc du coup, nous, on aimerait juste rappeler une chose, c'est que on va tenir le choc en fait. Il y a Urgence Palestine qui est constituée, en fait, qui permet de faire front de manière massive, organisée, etc. Les organisations pro-palestiniennes, en fait, elles ont de la ressource. On va pouvoir, s'il y a des menaces, on va pouvoir les affronter. Et il faut aussi se rappeler que là-bas, sur place, ce que vivent les Palestiniens et les Palestiniennes au jour le jour, ça n'a aucune, ce n'est pas comparable, en fait, avec le peu de choses qu'on risque ici. Là-bas, il y a plus de 25 000 morts, un génocide qui est en cours depuis plus de 100 jours. Il y a eu plus de 6 000 arrestations en fait, dans toute la Cisjordanie. Des déplacements de population. Il y a eu des déplacements. Exactement. Il y a plus de 400 000 personnes en fait, qui sont menacées de famine, etc. Donc en fait, ça doit rester notre boussole. Nous, notre boussole, elle doit être concentrée sur là-bas. On ne doit pas craindre en fait, la répression de l'État et ça ne doit pas faire changer notre ligne. En fait. Il y a ça. Et ensuite, on aimerait aussi rappeler que la tactique en fait du gouvernement et des soutiens en fait de l'État colonial, ça va avoir tendance à marginaliser. Ça va être une entreprise en fait de marginalisation et de particularisation en fait du mouvement de solidarité avec la Palestine. Et nous, on refuse ça. En fait, on dit que le mouvement pro-palestinien, c'est un mouvement qui est ancré dans le camp social, qui est entré dans les traditions en fait de l'extrême gauche et dans les traditions en fait des luttes des quartiers populaires et des luttes de l'immigration. Et donc, en fait, une attaque contre des organisations de solidarité en fait, avec le peuple palestinien, c'est une attaque contre l'ensemble du camp social. Et ça s'inscrit dans la même dynamique que la répression massive et très dure en fait, qu'il y avait eu contre les révoltes qui avaient eu lieu dans les quartiers populaires suite à l'exécution de Naël. Ça s'inscrit en fait dans la même dynamique de répression du gouvernement qui a réprimé dans le sang en fait, les Gilets jaunes. Ça s'inscrit dans la même dynamique en fait, que le vote des lois xénophobes, par exemple la loi l'immigration, et ça s'inscrit surtout dans la même dynamique parce que ça, faut pas l'oublier, c'est que pourquoi en fait l'État français est un des plus ardents soutiens de l'État colonial, c'est parce qu'en fait c'est ancré dans son ADN même. L'État français est un État colonial. Et donc en défendant en fait la politique coloniale de l'État sioniste, qu'est-ce qu'il fait ? Il se protège lui-même. C'est-à-dire que la politique qu'il met en œuvre dans les territoires colonisés actuellement, comme la Kanaki, comme la Guyane, comme la Guadeloupe, où il y a eu des révoltes, où il y a eu des gens qui ont été déportés en fait, de l'autre côté de l'Atlantique et qui en fait, ont eu une justice très expéditive, où il y a quand même des gendarmes qui ont tiré à balles réelles sur des émeutiers. En fait, tout ça, ça doit nous permettre de comprendre la répression que peut subir le mouvement de solidarité avec la Palestine. Et donc, la silenciation en fait, de ces voix de propal, ça s'inscrit dans une longue tradition en fait, de... Voilà, c'est ça. C'est que, déjà, il faut juste rappeler que ce que subissent les militants de la diaspora palestinienne,
c'est un cran de répression et de pression au-dessus. C'est-à-dire que nous, les organisations, on est attaqués, mais on peut se défendre. Il y a eu plusieurs exemples. Par exemple, Salah Hamouri, il tient un discours qui est relativement audible. C'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement radical. Il n'appelle pas à des choses qui pourraient être... c'est pas des appels à la haine, etc. C'est un discours politique qui est très clair, qui est sur des bases solides, etc. Chacune de ces apparitions publiques donne lieu à des pressions énormes de la part des soutiens de l'État colonial. Et on voit qu'à chaque fois qu'en fait, il y a des militants de la diaspora palestinienne qui essayent de s'exprimer sur ce sujet-là, en fait, qui les concerne dans leur chair, c'est-à-dire qu'eux, en fait, ne veulent que défendre leur droit au retour et la libération en fait, de leur terre qui est colonisée et la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain. Et on voit qu'à partir du moment en fait, où ils affrontent le récit colonial sioniste, à partir du moment en fait, où ils osent poser leurs arguments sur la table, ils subissent une répression qui n'a aucune en fait, sorte de commune mesure avec ce que nous, on peut subir. Et là, je vais peut-être te faire rebondir, Youssef. Qu'est-ce qui fait que la cause palestinienne, elle est à ce point-là criminalisée, surtout dans des périodes comme ça, où j'ai l'impression qu'on est dans une période de forte propagande, où il y a une forte idéologie qui criminalise qui criminalise à base vraiment de discours vraiment idéologiques comme, voilà, on va dire, vous soutenez la résistance palestinienne, ça veut dire que vous soutenez les terroristes du Hamas. Vous dites la Palestine libre de la mer au Jourdain, ça veut dire que vous voulez la destruction de tous les Israéliens et de l'État d'Israël, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait que la cause palestinienne en elle-même, elle est à ce point-là criminalisée, et surtout en ce moment, quoi? Je reprendrai en partie ce qu'a dit notre camarade, ce qu'ont dit nos deux camarades. Je veux dire, c'est la centralité de la cause palestinienne aujourd'hui, elle apparaît comme étant une cause éminemment symbolique pour tous les peuples de la Terre, pour tous les peuples et les classes laborieuses de la Terre. Adèle l'a dit, effectivement, comme l'État français, d'abord, a dans son ADN, particulièrement en France, parce qu'on peut dire qu'il existe une répression au plan mondial actuellement contre les militants de la Palestine et ceux qui soutiennent la juste lutte du peuple palestinien. Il y a une répression dans tous les pays. On le voit en Allemagne, on le voit aux États-Unis. Des professeurs sont interdits, des présidents d'université, même aux États-Unis, comment sont démis parce qu'ils soutiennent la Palestine. Donc, on a affaire à un combat qui a une dimension réellement mondiale aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de luttes. Il faut remonter à la guerre du Vietnam, par exemple, et aussi la guerre d'Algérie, d'une certaine façon, pour trouver des luttes, et la lutte contre l'apartheid également, pour trouver des luttes comme ça qui transcendent tous les peuples de la Terre. Parce que je crois que les peuples de la Terre, naturellement, sont contre le colonialisme, tout simplement. Naturellement, les peuples de la Terre, spontanément, sont contre le colonialisme, sont contre le racisme. On a affaire à une internationale des régimes capitalistes, impérialistes, qui, eux, sont pour le colonialisme, sont pour le racisme, etc. Donc on a vraiment une fracture mondiale, et il est logique qu'on se détermine d'un côté ou de l'autre de cette fracture mondiale, de cette barricade. Alors, concernant la France, Adèle a dit des choses tout à fait justes, c'est réellement dans l'ADN de ce pays. La France est un pays quand même très particulier. Très particulier, c'est un État qui s'est constitué dans le colonialisme. Ce n'est pas un État qui était capitaliste et ensuite est devenu colonialiste. C'est un État qui s'est fondé dans le colonialisme, dans la matrice coloniale. La Troisième République, notamment. Aussi. Surtout la Troisième République, et même après l'échec de Robespierre, en fait, on peut le dire d'une certaine façon, le triomphe de la réaction, au moment de la Révolution, avec le triomphe de la réaction, etc., après l'échec de ce qui était une perspective tout à fait intéressante sous Robespierre. Rappelons-nous la dénonciation du colonialisme par Robespierre, par exemple. Et donc, du coup, pardon, excusez-moi, chers amis, j'éteins simplement, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, ce colonialisme, en fait, n'a jamais été extirpé du noyau dur de cet État. Non seulement le colonialisme, mais le racisme. Il n'y a rien qui a réellement été fait contre le racisme et contre l'antisémitisme non plus. Faut le savoir, la parenthèse de Vichy n'a jamais été expurgée réellement. Il n'y a jamais eu d'éducation à cela. Il faut bien avoir ça en tête. La France a perdu ses colonies, mais dans l'esprit français, c'était injuste.
hein, d'une certaine façon, c'était injuste. La France n'est pas content, on n'est pas content, la France a perdu ses colonies. C'est pas bien. Hein. Il y avait un empire français qui était puissant, etc. Et beaucoup ressentent ça comme ayant été une injustice. Ils n'ont pas dit que c'était le triomphe de la justice. Hein. Ils ont dit non, non, finalement, on n'en parle pas, mais on sait très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça revient en force. On va en dire un mot avec notre ami, notre invité, Roger Petit, sur Le Pen et la torture. Hein. Mais on n'a jamais eu vraiment d'éducation. Et même au niveau des programmes scolaires, quand on voit les programmes scolaires, on a un énoncé de faits. Bon, bah voilà, c'est la fin de la décolonisation, mais on n'explique pas en quoi la colonisation posait problème. On n'éduque pas les jeunes, hein, à comprendre pourquoi la colonisation réellement posait problème. Hein. Donc on annonce des choses. Hein. Et ça, c'est un travail qui n'a jamais été réellement fait. Et on le voit bien, c'est parce que ce travail n'a pas été fait qu'on a un retour en force de la réaction aujourd'hui et de toute l'impensée coloniale. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, très naturellement, la réaction française se coule dans ce soutien à Israël, mais c'est presque naturel. C'est-à-dire que c'est même pas parce que Israël le demande, c'est parce que naturellement, les forces de la réaction sont naturellement racistes, sont naturellement colonialistes, et donc elles répriment. Alors, sur la séquence plus récente, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sans rappeler des autres moments. Dans les années 80, entre autres, il y a eu une grande répression des mouvements pro-palestiniens à l'époque, mais également au début des années 2000. Et concernant donc précisément ce qui s'est passé, l'agression qui s'est déroulée, le régime français non seulement soutient le régime sioniste, non seulement il lui apporte un concours militaire. On sait qu'aujourd'hui, la France et le Royaume-Uni particulièrement sont très actifs, hein, dans la transmission de renseignements. C'est Le Cornu, le ministre de la Défense, qui l'avait lui-même dit. Hein. Nous transmettons du renseignement à l'armée israélienne. Hein. Actuellement, on a les avions, les satellites français qui travaillent pour l'armée israélienne dans le but de détecter les tunnels. Vous savez, avec les nouvelles techniques de recherche archéologique, malheureusement, qui sont mises au service de l'armée. Hein. On peut essayer de détecter comment des constructions souterraines, etc. etc. La France met son savoir-faire actuellement au service de l'armée israélienne avec les Britanniques. Et il y a aussi autre chose, non seulement on soutient donc militairement, non seulement on soutient politiquement. Rappelons-nous les difficultés qu'il y a aujourd'hui, la difficulté que la France a à simplement dire cessez le feu. Hein. C'est absolument hallucinant. On vient d'apprendre récemment, et selon certaines fuites, l'assassinat de hauts responsables militaires iraniens en Syrie aurait été fait grâce aux services français, qui sont donc directement impliqués aujourd'hui. Cela aura des implications, évidemment. Hein. Israël a récemment organisé des frappes sur la Syrie, comme d'habitude, des frappes terroristes sur la Syrie, tuant un certain nombre de responsables iraniens. Et apparemment, selon les fuites, ce sont les services français qui ont indiqué les cibles et qui ont permis d'atteindre ces cibles. De quel droit la France est en guerre aujourd'hui? De quel droit? Mais la France aussi autre chose, c'est qu'au niveau intérieur, tous ces groupes sionistes que nous connaissons très bien, c'est pour ça que je demandais le nom tout à l'heure, on les connaît, mais à chaque fois, il y en a de nouveaux qui surgissent, on les laisse agir. On les laisse agir, on les laisse faire, on les laisse agresser des gens. Si on prend le cas de la LDJ, qui est un des plus importants, il suffit d'aller sur le site de la LDJ, avec, par exemple, la LDJ se réjouit l'autre jour du fait que des correspondants de l'AFP aient été tués, donc de l'AFP française. Ils se réjouissent sur leur fiche. Ils ne sont pas du tout poursuivis. Darmanin les laisse tranquilles. Ils se réjouissent que des correspondants de l'AFP aient été tués. Ils adressent leurs joyeuses condoléances. C'est sur leur site. Quant à tous ces groupes, notamment la LDJ, c'est un groupe tellement terroriste qu'il est même interdit aux États-Unis et même en Israël. La LDJ, il est interdit même en Israël parce que c'est un de ses membres qui a assassiné Rabin en 1993, en 1995, pardon. Eh bien, la LDJ a pignon sur rue en France. Elle menace, elle attaque des gens, elle dénonce. Rien n'est fait. Par contre, ce sont des organisations pro-palestiniennes qu'on va interdire. Hein, ce sont des organisations pro-palestiniennes parfaitement légales qu'on va interdire. Ce sont des partis politiques comme le POI qu'on va laisser agresser. Comme tu dis, la police prend tout son temps dans ce genre de cas. Donc, on a affaire à un État français qui est réellement en guerre aujourd'hui, aux côtés de l'État sioniste, et dont tout simplement le naturel revient au galop, son naturel colonial, son naturel raciste. Hein, et heureusement, nous sommes là, et nous faisons partie, nous, d'une autre partie du monde. C'est pas la même partie, d'accord? Nous faisons partie de la partie du monde et des peuples, des classes populaires et des peuples dans le monde, hein, qui massivement sont aux côtés du peuple palestinien. Et nous gagnerons. Ça, j'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu. Et dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une régression à ce niveau-là. Enfin, en 2014, je crois qu'il y avait même parfois des conférences à la Sorbonne avec des représentants du Hezbollah, etc.
Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une régression où même la police, avant, elle était quand même un peu plus neutre sur tout ça, un peu plus juste. Tu as tout à fait raison. Et où aujourd'hui, enfin, on l'a vu là au début de la oui. séquence où les manifestations pour la Palestine étaient directement interdites. Ça a mis au moins 2 semaines avant que ce soit un petit peu autorisé, je crois. Donc voilà, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une régression. Comment est-ce qu'on se défend face à ça quand tout se resserre un peu très rapidement, Alors d'abord, quoi. cette régression, elle est à la mesure de la crainte qu'ils ont. C'est toujours ça aussi. Hein. Cette régression et cette agressivité qu'ils manifestent, elle est aussi à la mesure de la crainte. Je crois que on se rend compte d'un bout à l'autre de la planète, on voit bien dans quel sens, enfin, comment bat le cœur du monde. Hein. Et c'est cette crainte, et tu l'as dit également, Adèle, tout à l'heure, si la Palestine triomphe, c'est l'impérialisme qui trépasse. Hein. C'est effectivement une question de survie aussi pour l'impérialisme. Il faut le comprendre, ce pauvre impérialisme. Hein. Il sait très bien que si jamais il perd en Palestine, comme lorsqu'il avait perdu au Vietnam, rappelons-nous, quand l'impérialisme a perdu au Vietnam, cela a eu des conséquences énormes sur la politique mondiale en général, bien évidemment. Sur tous les peuples, parce que ça a un effet d'entraînement, d'encouragement, etc. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement est absolument fondamental, c'est que ça s'explique par le fait de la trouille qu'ils ont, de la véritable... Et c'est pour ça qu'ils s'y mettent tous aux côtés d'Israël pour essayer d'écraser ce pauvre peuple palestinien. Et pour ça aussi que, mine de rien, la France a un peu changé d'attitude. Hein. Rappelez-vous, au début, Macron qui a annoncé une coalition, reprendre la coalition anti-Daesh pour la reprendre contre le Hamas. Quand il y a eu les votes pour le cessez-le-feu à l'ONU, c'est seulement les États-Unis qui ont voté contre. Mais je crois que la France s'était abstenue, je crois. Ils ont fait le 23 décembre qu'ils ont fait passer... ils ont voté une résolution qui ne demande pas le cessez-le-feu donc au Conseil de sécurité de l'ONU, la France. Voilà. Donc on voit aussi que la France aussi est dans une position un peu délicate. Et vous, comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des victoires dans tout ça? Ou est-ce que vous vous dites, oulala, non, là, c'est compliqué, là, il faut qu'on trouve des façons de vraiment se défendre et résister autrement, quoi? Moi je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Youssef, sur le fait qu'il y a quelque chose qui est indéniable et qu'il faut tout le temps avoir en tête en fait quand on parle de la lutte de libération nationale palestinienne. C'est que la résistance là-bas ne se bat pas uniquement contre l'armée coloniale. Elle se bat en fait contre l'armée coloniale et ses soutiens impérialistes. Donc en fait, la tâche est d'autant plus dure à la libération et d'autant plus dure à arracher en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on en a des preuves concrètes. Les preuves concrètes, c'est lesquelles? C'est que pendant qu'il y a un génocide sur place, l'État français, sa priorité la plus extrême n'est pas d'appeler à un arrêt du génocide en cours. Nous, on ne parle pas de cessez-le-feu. On parle d'un arrêt du génocide en cours. C'est pas ça qu'ils demandent. Eux, ils déplacent le curseur et ils se concentrent sur la répression du mouvement pro-palestinien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème de priorité là. Il y a un peuple entier qui subit une deuxième Nakba, des déplacements de population avec des millions de personnes qui sont déplacées. Et le gouvernement, un des plus fervents soutiens de l'État colonial, lui, a comme objectif prioritaire de museler toute expression de solidarité avec la Palestine qui s'exprime de manière conséquente. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des Français, il y a plus de 4000 Français qui sont engagés dans l'armée coloniale. Est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement français de les traduire en justice? Non, on n'en a pas entendu parler. Pourtant, ces gens-là sont impliqués dans un génocide, en fait. Oui, mais c'est là où on voit où le droit international, c'est à géométrie variable. Hein. C'est Thomas Porte qui a apporté, en a parlé des 4000 Français qui vont combattre pour Tzal à Gaza. Donc, oui. Juste pour finir. Donc, en fait, il faut qu'on se dresse un tableau qui va être très clair. D'un côté, il y a des gens qui participent activement au génocide. Il y a des déclarations qui déshumanisent en fait les Palestiniens, qui appellent en fait qui encouragent en fait le génocide en cours, et des gens qui sont très connus publiquement. On va pas leur faire de pub sur ce plateau-là. Et de l'autre côté, il y a des organisations anticolonialistes, antiracistes, qui sont ancrées dans une tradition de gauche en fait, qui se contentent d'activités très légales, hein, coller des affiches, distribuer des tracts, animer des tables, écrire des... La dernière fois sur Samidoun, non, tu disais que vous êtes une association, au final vous faites des activités vraiment associatives, vraiment pacifiques entre guillemets. C'est ça, on écrit des lettres aux prisonnières, etc. On a même des livrets pour enfants, pour tout dire, avec des petits cahiers de coloriage. Donc ça, apparemment, ça constitue une énorme menace en fait pour l'État colonial. Donc il y a vraiment un problème de priorité. Et pour aller dans ton sens, Adèle, il y a vraiment aussi des expressions libres
soit de soldats israéliens sur les réseaux sociaux, de ministres israéliens, voire même de députés, je pense à Meir Habib, député qui s'exprime sur des chaînes en appelant presque au génocide, hein, enfin en tout cas en caractérisant, comme tu l'as dit, les Palestiniens d'une certaine manière et pas comme des êtres humains. D'ailleurs, moi j'invite aussi les auditeurs, nous on a un fil Telegram, le fil d'information ouvrière, où on relaie plein de vidéos qu'on ne peut pas trouver forcément en France de ce qui se passe à Gaza, mais aussi des mouvements de résistance internationaux concernant la Palestine, parce que comme tu as parlé de propagande, en France nous ne voyons pas ces mouvements de résistance, on ne voit pas d'images de manifestation, d'images de résistance, où on ne voit pas dans certaines déclarations de ministres israéliens. Donc, moi, je pense que c'est important. Tu expliquais comment on fait dans ce contexte-là et pourquoi il y a cet acharnement, pourquoi il y a cette propagande aussi forte, pourquoi il y a cette répression aussi forte. Et je rejoins tout à fait ce que tu disais, la répression n'a pas commencé avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Tu as parlé des Gilets jaunes, on peut parler des manifestants de la loi travail, par exemple, il y a encore quelques années, des jeunes suite au meurtre de Naël. Je pense que le contexte est, pour le gouvernement, c'est un gouvernement qui est en crise. On a vu avec le remaniement, on sait qu'il n'y a pas de majorité. Donc forcément, la crise ne veut pas dire qu'ils sont en train d'arrêter ce qu'ils ont commencé au niveau des lois. Et on le voit bien avec la loi immigration, qui est loi de Macron, Darmanin, appuyée par le Rassemblement national, une loi raciste, xénophobe, et qui va même plus loin. C'est-à-dire que c'est une loi quand même qui fait en sorte qu'il n'y a plus les mêmes droits pour tout le monde. Pour tous les travailleurs. Le fait de décréter que certains auraient des prestations sociales et d'autres non, c'est remettre en cause l'article 5 de la sécurité sociale, la sécurité sociale 245, qui est quand même notre plus grande conquête ouvrière en France, qui dit que tout travailleur, quelle que soit leur nationalité, ont droit aux soins, à des prestations sociales. Et par ailleurs, ça remet aussi en cause l'accès aux soins inconditionnel, qui est lié au serment d'Hippocrate. Donc, une loi qui divise la population, qui est faite pour nous diviser et qui est une atteinte aux droits. Et moi, j'ai l'impression, on parlait d'impérialisme, ce qui se passe, le fait que Macron soutienne Israël et qu'en même temps, il s'en prenne aux travailleurs en France, qui s'en prennent à nos droits, qui s'en prennent à la démocratie avec un gouvernement de 49-3, enfin, toutes ces attaques-là. Je dirais que l'impérialisme, d'une certaine manière, ce qui se passe à Gaza contre une population de résistance, c'est un peu un signal qu'il envoie à tous les peuples pour dire, vous voyez, un peuple qui résiste, voilà ce qu'on leur fait. Voilà ce qu'on leur fait. Et ça nous met d'autant plus dans une responsabilité, nous, en tant que militants, en tant qu'organisation ou en tant que médias, de contrer cette politique-là. On dénonce une politique du gouvernement. Il y a des gens qui font cette politique. Tu parlais de l'armement, Youssef. La France est le premier fournisseur européen d'armement à l'armée israélienne. Donc, c'était fait. C'est pas juste... les budgets pour l'armée vont voilà, les 413 milliards d'euros qui ne sont pas mis dans l'éducation, qui ne sont pas mis dans la santé. Juste pour citer, il y a toute la polémique sur la ministre de l'Enseignement avec ses enfants dans le privé, des déclarations en plus fausses sur des enseignants du public qui mettent les professeurs vraiment en émoi, et à juste titre. Et il y a quelques jours, Macron était en visite à Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce que lui disent les enfants qui l'interpellent? Ils disent: Monsieur le Président, ça fait 2 mois qu'on n'a pas de maîtresse et elle n'est pas remplacée. Voilà. Et ça, c'est pour ça, il n'y a pas d'argent. Par contre, pour aller tuer des gens, ça, il y en a toujours. Alors, je caricature peut-être en disant ça, mais en tout cas, c'est des choix politiques du gouvernement qui sont faits actuellement. Et c'est cette violence-là qu'il faut combattre. Et je pense que, par contre, la résistance est vraiment là. Je ne pense pas qu'il y a une... Je pense pas que voir les manifestations tous les samedis là, sur la loi immigration, 2 dimanches de suite avec le monde qu'il y a, malgré le contexte qu'on explique, malgré la peur qu'il peut y avoir, à force d'être réprimée, voire d'être menacée d'interdiction, elle est quand même là, cette résistance-là. Tout à fait. Malgré toutes les séquences qui s'enchaînent, on dirait que le gouvernement, il enchaîne les séquences répressives, hop, les gilets jaunes, voilà, les émeutes, voilà, les machins, voilà, loi immigration, voilà. Mais en fait, il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on passe vite à autre chose qu'on oublie tout ce qui s'est passé et que la crise, elle disparaît, en fait. C'est pas parce que les crises s'enchaînent que la crise précédente a déjà disparu et qu'on a déjà oublié. Non, en fait, il fait qu'amplifier le problème, en fait, à mesure que les crises s'enchaînent. Il va le plus loin possible.
L'année dernière, c'était les plus grosses manifestations en France contre la réforme des retraites. Donc ça aussi, ça c'était il y a quelques mois. Tout paraît, le temps se resserre. Mais oui, mais c'était... Ouais, Adèle, ouais. Et ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. On peut faire un lien qui sera un peu tiré par les cheveux avec la Palestine, mais juste là, tu dis que ça fait plusieurs années en fait qu'on accumule des moments de tension très fortes et qu'en fait le camp social il superpose les défaites et que en fait Pas que des défaites, je pense. moi genre en tout cas, c'est des périodes qui sont très très dures à vivre pour le camp social et on n'en ressort pas forcément fortifié, mais qui sont assez affaiblis. En fait, tout ça, il faut voir aussi que ça accumule de la colère en fait chez les gens. Et qu'il y a un fusible qui va sauter à un moment donné. On l'a vu pendant les émeutes. Voilà. Et qu'il y a un autre truc, c'est que le lien avec qu'on peut faire avec la Palestine, nous, c'est qu'il y a une phrase qu'on aime bien, c'est que la résistance est contagieuse. C'est-à-dire que les mouvements sociaux en fait qui subissent une répression très forte de la part de l'État. On voit Sainte-Soline en fait où il y a des gendarmes mobiles qui tirent à coups de flashball dans des quads. Il y a le raid qui est envoyé en fait pour réprimer les révoltes des quartiers là suite à l'exécution de Naël, etc. Tout ça, ça forme mine de rien les révoltes à venir et elles seront d'autant plus dures à mater. Elles seront d'autant plus en fait déterminées. Quel lien on peut faire avec la Palestine? Le lien avec la Palestine, c'est que aujourd'hui, l'État colonial pense que en bombardant massivement en Gaza, il va mettre un terme en fait à la résistance du peuple palestinien. En arrêtant massivement des dizaines de personnes chaque jour, des milliers de personnes, il y en a plus de 6000 qui ont été arrêtées depuis début octobre. En fait, il croit que ça va mater la résistance du peuple palestinien. La résistance est contagieuse. Quand les enfants, les images qu'on voit en fait sur nos portables, il y a des histoires derrière. On voit des enfants en fait qui tremblent dans des hôpitaux. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans quelques années? Ça va devenir des résistants. Ça l'est déjà. Les proches en fait des martyrs qui sont enfouis sous les décombres. Il y a des gens qui s'abîment les mains en fait pour gratter les gravats. Ben, ça va devenir des résistants. Des résistants que même la plus féroce en fait entité coloniale ne pourra pas mater. Chaque génération de résistance est encore plus déterminée que la précédente. Et c'est une phrase qui va paraître bête, mais la résistance, la libération, elle n'est jamais plus proche qu'au fur et à mesure qu'on avance en fait. Le peuple palestinien se dirige petit à petit vers sa libération. Et nous en fait, il y a un truc qui a été cité là par Street Press, c'est que une des raisons pour lesquelles notre branche allemande de Samidoun Allemagne elle a été interdite, c'est pour l'utilisation d'un slogan qui serait jugé comme antisémite, qui est que... Du fleuve à la mer. La Palestine libre de la mer au Jourdain. Voilà, c'est ça. C'est que nous, quand on parle de la libération de la Palestine, encore une fois, on remet le curseur en fait sur les revendications palestiniennes. On se calque en fait sur les revendications du peuple palestinien. C'est la libération de la Palestine historique, toute la Palestine historique, de la mer au Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce n'est rien d'autre en fait que les revendications de l'OLP à l'origine. C'est-à-dire que la création, déjà, l'expulsion de l'entité coloniale, en fait, la destruction de l'entité coloniale sur tout le territoire qui a été spolié en 1948, qui a été spolié dans la douleur, dans le sang, etc., avec 530 villages qui ont été détruits, avec 800 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été expulsés en fait, de leur terre. C'est l'établissement en fait, d'un État démocratique, laïque, etc., sur l'étendue de la Palestine historique. Ça veut dire ça, en fait, une Palestine libre de la mer au Jourdain. Ça veut dire, en fait, que les colonisés récupèrent le contrôle total, en fait, sur leur destinée, sur leur terre et sur leur vie. Ça ne veut pas dire autre chose, en fait. C'est une revendication d'égalité, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et alors, pourquoi on vous dit ça? Pourquoi? Parce qu'en gros, il faut bien saisir, en fait, notre enjeu là, notamment en venant sur ce plateau. C'est de faire comprendre que la répression, elle ne s'abat pas juste sur les trois organisations qui sont ciblées. C'est pas parce que Samidoun, Action Palestine et Euro-Palestine sont nommés dans un papier, etc. En fait, ça va beaucoup plus loin. Quelles sont nos revendications à nous? Pour faire court, c'est en premier lieu la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. En deuxième lieu, le droit au retour, l'application du droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Que beaucoup oublient. C'est la libération de la Palestine de la mer au Jourdain. C'est des revendications qui sont au centre
du projet politique de beaucoup d'organisations pro-palestiniennes de par le monde. Donc attaquer des organisations qui ont ces revendications-là, c'est rien d'autre en fait que des coups qui sont portés à l'ensemble du mouvement pro-palestinien en France. Okay, et plus généralement, je vais le redire parce que c'est important en fait de le comprendre, c'est que chaque attaque contre des composantes du camp social, c'est une attaque contre nous toutes et tous réunis. Quand les soulèvements de la terre ils sont attaqués, c'est nous qui sommes attaqués. Parce qu'ils défendent quelque chose qui est du bien commun, etc. Quand des organisations anticolonialistes sont attaquées, c'est toutes les organisations du camp social, parce qu'elles portent en fait les mêmes revendications, parce qu'elles en fait, elles ont à terme une identité politique qui est commune, qui sont attaquées. Et donc c'est pour ça que dans les prochains mois, si ces menaces-là elles sont appliquées, c'est un front commun qu'il faut construire, comme le front commun il a été fait pour Palestine Vaincra et d'autres... et d'autres organisations. Un dernier mot et après on va passer la main à Wissam. Ce que tu dis est très juste et pas uniquement d'ailleurs. Ici, on se rend compte, les attaques qui sont portées contre les associations pro-palestiniennes sont en fait des attaques globales contre la démocratie. Bien évidemment, c'est une mise au pas de la parole, de l'opinion. On voit cette formidable pression qui est appliquée, où on va rechercher la moindre parole, etc. Et maintenant, c'est l'expression du fleuve à la mer qui est une juste revendication qui concerne tout le monde, qui concerne les Palestiniens, qui concerne les Israéliens également. Il faut libérer les Israéliens du sionisme. Il faut libérer effectivement toutes les populations de cette région du sionisme. Quand les Palestiniens se battent pour leur libération, ils se battent aussi pour la libération de tous les gens qui malheureusement sont opprimés ou portent sans le savoir cette idéologie coloniale qu'on appelle le sionisme et qui est une idéologie de guerre. Hein. Aujourd'hui, Netanyahou se permet de dire il n'y aura pas d'État palestinien. Malheureusement, une bonne fraction de la société israélienne dit, selon un article du Monde récent d'il y a 2-3 jours, une grande partie de la société israélienne ne veut même plus d'État palestinien. Mais de quel droit ? De quel droit ces gens qui viennent d'Europe, qui viennent d'Occident, vont dicter au peuple de la région là-bas ce qu'ils doivent faire, qui doit vivre et qui ne doit pas vivre ? On se croirait retourner aux croisades. C'est que tous les peuples de la région, et c'est important de le dire, sont concernés. Ce qu'on appelle l'axe de la résistance aujourd'hui dans le Moyen-Orient, qui concerne aussi bien le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Tous les peuples de la région savent très bien que le peuple palestinien se bat aussi pour eux. Et c'est pour ça qu'ils le soutiennent. Parce que si le peuple palestinien triomphe, c'est toute la réaction arabe également qui va échouer. Et si la réaction arabe, tous ces régimes réactionnaires arabes, on le voit bien aujourd'hui, qui sont aux côtés de l'impérialisme, le régime jordanien, le régime saoudien, etc., le régime émirati, et si le peuple palestinien triomphe, alors c'est quoi un triomphe ? On l'a encore dit, la résistance est déjà un triomphe. Le peuple palestinien n'a jamais demandé à opprimer d'autres peuples. Simplement, sa résistance est un triomphe. Si l'impérialisme est en échec, ce sera une victoire pour tous les peuples de la région qui pourront alors avancer sur la voie de la démocratie. Mais tant que l'impérialisme est puissant, il maintient ces régimes en place. Voilà. Donc cette résistance palestinienne, d'ailleurs on le voit bien, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le peuple palestinien le dit et dénonce les régimes. Vous savez que par exemple le blocus qu'il y a actuellement sur les transports en direction d'Israël, ce juste blocus organisé par les Houthis, eh bien, on voit qu'il est contourné actuellement par le régime saoudien et le régime jordanien qui ont organisé un pont terrestre. Les marchandises sont débarquées aux Émirats et transitent vers Israël à travers l'Arabie saoudite, par un long convoi de camions. Donc actuellement, ces régimes réactionnaires permettent à Israël de contourner le blocus mis en place par les Houthis. Bon, ça, il s'agit de la collaboration impérialiste. Ces régimes ont compris que si jamais les Palestiniens l'emportent, eh bien, c'est leur place qui est réellement menacée et c'est leur régime qui est réellement menacé. Donc c'est très important. Là-bas, on le comprend. Et ici, c'est la même chose. Les organisations pro-palestiniennes qui ici sont menacées, eh bien, si jamais l'État triomphe, eh bien, c'est toutes les paroles publiques, quelles que soient les opinions, je dirais, quels que soient les sujets les plus vastes, qui l'emporteront. L'inverse est vrai également. Donc, on voit bien que c'est partout, c'est résister ou se soumettre. Et c'est la loi de la vie. C'est tout simplement la loi de la vie. Un dernier mot peut-être, Ophélie ? Non, moi je dirais c'est résister. Voilà, pour conclure. Non, je partage ce qui a été dit et je pense que les attaques, plus elles sont fortes, plus le mouvement de résistance va être important, puisqu'il ne peut pas en être autrement. Tu as parlé de camp social, moi je parlerai de classe sociale. C'est une attaque on a des attaques contre notre classe. C'est des attaques de classe. Attaquer le peuple palestinien, attaquer le droit, attaquer les étrangers, attaquer les salariés, attaquer des syndicalistes. C'est des attaques de classe. C'est une classe qui en attaque une autre. Et donc nous allons nous organiser pour défendre
pas seulement des valeurs, défendre des droits, nous défendre en tant que peuple et en tant que classe, je pense. C'est ça qui me semble très important. Juste, Ophélie, par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour, est-ce qu'il y a des poursuites qui vont être engagées? Alors, moi, déjà, je voulais préciser, j'ai retrouvé l'organisation, c'est Unité Juive, donc c'est la ex-LDJ qui est venue manifester devant les locaux du POI. Voilà, et qui s'en est vantée. Alors, j'ai pas, je pense qu'après, il va y avoir des démarches, en effet, qui vont être mis en place par notre parti. Je ne sais pas exactement lesquels. Déjà, en tout cas, nous, ce qui était très important, c'était de communiquer du soutien. Voilà, et en effet, pour éviter qu'il y ait des choses plus graves qui puissent se passer, que ce soit pour nous ou pour d'autres, puisque là, c'était juste, je dirais, un rassemblement un peu agressif, mais un rassemblement. Mais ça, on sait bien que vu ce qui est laissé comme champ libre à toutes ces organisations-là, ça pourrait être plus grave. Donc, on doit rester en effet très, très vigilants, je pense, tous ce qu'on en est, bien sûr. Faut faire attention à tout ça, oui. Adèle, peut-être un dernier mot? Ouais, très rapidement. Là, je vais juste donner des petites... parce que je vois Wissam, Miskin, il veut confiner. Promis, je vais faire court. En plus, à chaque fois, je lui dis que c'est moi qui prends les dernières minutes. Ok, alors du coup, juste pour pas être uniquement seul face à la répression, etc. Et en fait, juste être laissé seul face à l'impuissance, en fait, comme quoi on pourrait rien faire face à l'État colonial, etc. Il y a des pistes d'action qui sont très simples. La première, c'est de boycotter en fait toutes les entreprises qui ont du sang palestinien sur les mains. Donc Carrefour, il y a AXA. BDS publie une liste. Exactement. Ouais. Vous renseigner. Exactement, suivez BDS, Urgence Palestine, etc. Voilà, donc le boycott, c'est une arme qui est extrêmement importante et qui est criminalisée en fait par l'État colonial. Il y a ça, et il y a aussi exiger en fait la libération, parce que ça rentre dans le cadre de la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine. C'est qu'il y a un militant communiste arabe incarcéré en France depuis 40 ans. À l'heure où on parle, en fait, il croupit toujours en prison. C'est Georges Abdallah. Georges Abdallah, ça fait 40 ans en fait que la répression d'un des plus fervents soutiens de l'État colonial s'exerce sur lui. Lui, en disant juste les mots « je regrette mes actions », il pourrait sortir de prison. Il n'a jamais renié ses convictions révolutionnaires. Nous, en fait, quelles que soient les générations, même les plus jeunes, en fait, on encourage vraiment tout le monde à se saisir de cette lutte-là, à exiger cette libération, à participer en fait aux initiatives qui exigent la libération de Georges Abdallah, parce que c'est une victoire en fait qui serait hyper importante pour le mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est de l'arracher en fait aux prisons françaises. Et il y a une dernière chose, pardon de te couper la parole, il y a une dernière chose, c'est que une des choses les plus importantes après le boycott, après intégrer les campagnes de solidarité avec Georges Abdallah pour exiger sa libération, il y a une troisième chose, c'est de écouter et diffuser le récit palestinien. Et en parlant de ça, il y a une organisation qui a en son centre en fait de son ADN politique cette centralité palestinienne en gros. Cette organisation-là, c'est Urgence Palestine. Et le 26 janvier, il y a un événement qui est organisé à Gennevilliers. Donc, je vous invite je n'ai pas le lieu précis, mais je vous invite à regarder sur les réseaux d'Urgence Palestine où se tiendra cet événement-là. Et donc, il y aura Salah Hamouri qui va parler, Rami Shahat, etc. Et donc, il y aura un concert aussi d'Osloub. Et donc, en gros, c'est le moment où jamais aussi d'aller écouter et d'aller, en fait, entendre ce que ont à dire la diaspora palestinienne et ce qu'ont à dire les Palestiniens et les Palestiniennes, en fait, ce qu'ils portent dans leur chair. Et donc, c'est un des meilleurs moyens de combattre en fait le récit colonial. C'est de lui couper l'herbe sous le pied. C'est de remettre les Palestiniens et les Palestiniennes au centre de l'équation et de remettre le curseur sur eux. Pour compléter, il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux. Il ne faut pas se dire que vous ne servez à rien en juste retweetant, en partageant tout le temps, en vous disant « c'est bon, je dis la même chose depuis 2 mois ». Moi, je pense qu'il faut continuer. De toute façon, si votre moyen d'action, c'est les réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux. Chacun fait avec ses moyens d'action, quoi. Et je voulais juste rebondir pour envoyer vers le replay qu'on avait fait sur l'émission sur Georges Ibrahim Abdallah. Je crois que tu faisais partie de cette émission. C'était Wissam qui l'avait animée. Elle est sur YouTube, donc allez la voir, c'était sympa. Merci à tous. Et puis on va passer directement, je vais passer la parole à Wissam, on va passer à l'entretien avec Fabrice Seputier sur son livre Le peine et la torture. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est bon. Ouais, je vais rester. Ouais, je reste. Youssef, tu restes? Oui, bah oui. Merci beaucoup. Merci. Allez suivre le POI et Samidoun et soutenez surtout, relayez leurs actions et leurs activités et tout.
Merci Et toute beaucoup. notre solidarité. Merci. Et vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez.